Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être présent avec nous ce soir. Je me présente, mon nom c'est Déric Hébert, je suis un des membres du Club d'astronomie de Boisbriand et Saint-Eustache. Je tiens premièrement, comme je vous disais, à vous remercier, mais aussi remercier la ville de Boisbriand et de Saint-Eustache qui nous ont beaucoup aidés à organiser cet événement. Et je tiens particulièrement à remercier Luc, qui grâce à lui, on est en présence de René Doyon ce soir. Pour ceux qui n'ont pas eu de brochure, vous pourrez en prendre une d'ici la fin, mais sur la brochure, on a fait un petit résumé, entre autres, du télescope spatial James Webb, qui est notre sujet de la soirée. Bien sûr, notre invité spécial, on remercie grandement d'être présent, c'est très apprécié. M. Doyon est un titulaire en baccalauréat en maîtrise en, si je me rappelle bien, en physique de l'Université de Montréal et détient un doctorat en astrophysique également de l'Université de Montréal. Non, c'était loin ça, hein? C'était au Collège des sciences et des technologies et de la médecine à Londres. Donc, c'est quand même pas rien. Et René est le directeur de l'IREX, donc de l'Institut de recherche en exoplanètes au Québec, ainsi que de l'Observatoire du Mont Mégantic. Et de plus, c'est lui qui a travaillé avec son équipe sur l'instrument qu'on va voir ce soir, le NIRS. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. NIRIS. Merci. Donc, on vous souhaite de passer une très belle soirée. Nous, en tant que club d'astronomie, on est à Boisbriand, juste ici, à la Maison du Citoyen, toutes les 2 semaines, pour à peu près 2 heures les mercredis soirs. On parle d'astronomie, on parle d'astrophysique, donc la science derrière ce qu'on peut regarder avec nos instruments d'astronomie. Et on est un club très orienté, entre autres, sur l'astrophotographie. Donc, le principe de pouvoir capturer avec des appareils photo, comme Vincent avec lui présentement, ce qu'on peut voir au travers d'un télescope. Donc, je vous souhaite de passer une très belle soirée et encore une fois, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. Et bonsoir tout le monde et merci beaucoup de votre invitation. C'est toujours un plaisir de parler de web, surtout maintenant qu'il est finalement lancé. Ça fait littéralement plus d'une décennie que j'en parle, que je fais des présentations publiques, mais là, il est finalement lancé. Donc, je vais vous donner les dernières nouvelles sur le télescope. Et en fait, je vais faire quelque chose d'un peu spécial aussi parce que, bon, évidemment, il y a eu le lancement. C'était le jour de Noël, hein, en décembre 2021. Et je vais vous parler en particulier de ce qui m'a amené. Je suis allé au lancement, mais c'est une histoire assez particulière. Donc, je vais vous parler de ça un peu. Mais avant, juste un petit peu d'histoire pour mettre un peu le contexte. Donc, comment ce projet-là a commencé? Donc, il faut monter en 1989. Ça, c'est les premières discussions qu'on a sur le télescope spatial Hubble. C'est-à-dire que les premières discussions de faire un successeur du télescope Hubble Space Telescope, le télescope Hubble, qui n'est pas encore lancé en 89. Il est lancé, en fait, en 1990. En fait, on découvre qu'il y a un problème de myopie, il faut le changer. Donc, les premières images ne sont pas bonnes. On envoie la navette spatiale en 1993 pour carrément lui mettre des lunettes, là, et on peut ainsi réparer. Et c'est un succès retentissant. Depuis, Hubble a vraiment révolutionné l'astrophysique. 96-97, là, c'est là qu'on commence sérieusement à penser à faire un télescope spatial, un successeur. Et donc, c'est les rapports d'astronomes Dressler et Stockman en 1997 qui proposent la construction d'un télescope infrarouge d'une taille d'à peu près 4 mètres. Okay? Donc, nous, les astronomes, à ce moment-là, on aurait été très, très contents. Juste pour vous situer un peu, là, Hubble est 2,4 mètres. Donc, déjà, 4 mètres, c'était quand même assez important. Mais 92-2001, c'est aussi l'ère du 9e administrateur de la NASA, Dan Goldin, et c'était l'époque du faster, better and cheaper. Donc, M. Goldin voulait faire les choses plus rapidement, mieux et moins cher. Et en fait, à une réunion de l'Association américaine d'astronomie, il est devant une foule d'astronomes, des milliers d'astronomes, et il leur dit « Vous n'êtes pas assez ambitieux. Pourquoi ne pas faire un télescope de 7 à 8 mètres? » Et là, il y a eu une ovation debout. Et c'est jamais arrivé comme ça. Donc, ainsi est né, en fait, ce qu'on appelait à l'époque, en 2000, là, le Next Generation Space Telescope, NGST. Et donc, à l'époque, là, donc on a écouté M. Goldin, fine, on va faire un télescope de 8 mètres. Mais, alors, à l'époque, il y a 3 instruments, NIRCam, NIRSPEC, MIRI, et une caméra de guidage du Canada. Je précise qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'instrument canadien. Vous allez voir comment l'instrument canadien s'est développé
à bord de Webb. Mais au début, on n'avait seulement qu'une caméra de guidage. Alors, 2001, on se rend compte que c'est trop compliqué, trop cher, donc on va réduire la taille du télescope de 8 mètres à 6,5 mètres. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il y a la naissance de l'instrument canadien parce que notre participation scientifique est à l'intérieur de l'instrument NIRCam. Moi, mon implication dans ce projet-là a commencé en 2001. J'ai un coup de téléphone de ma collègue Marsha Rickey de l'Université d'Arizona, qui est la chercheure principale de l'instrument NIRCam, et dans lequel il y avait un module. Bon, je fais grâce des détails, là, mais ce qu'on appelle des filtres ajustables. Et comme j'avais de l'expertise dans le domaine infrarouge, que j'avais acquise à l'Observatoire du Mont-Mégantic notamment, Marsha m'a dit, René, j'aimerais ça que tu sois en charge des modules, des filtres ajustables de NIRCam avec l'industrie canadienne. Veux-tu faire ça? Je dis, ah, ouais, c'est intéressant. Quand est-ce que le télescope est lancé? 2008. Oh, wow, c'est loin. OK, fine. Alors, c'est comme ça que j'ai joint le projet, en 2001. Mais en fait, lorsqu'on a reconfiguré le télescope de 8 mètres à 6,5 mètres, la NASA a dit, OK, les filtres ajustables, là, c'est c'est bien, ça va faire de la science intéressante, mais ce n'est pas essentiel à la mission scientifique. Donc, on vous sort de là. Donc, en fait, l'instrument canadien, la contribution canadienne est à peine née qu'on la tuait déjà. Mais là, c'est là que je suis rentré en scène, je dis, ben, avec mon collègue de l'époque, qui était le chercheur principal de la caméra de guidage, j'ai dit, ben, on pourrait prendre ces modules ajustables-là, puis les mettre dans le dos du guidage pour en faire un instrument. Et c'est comme ça qu'est né ce qu'on appelle le Tunable Filter Imager. Donc ça, c'est la première génération de l'instrument que nous avions. En 2002, l'instrument est renommé parce qu'en fait, NGST, c'est aussi l'acronyme pour Northrop Grumman Space Technology, la compagnie qui allait construire le télescope. Donc la NASA n'était pas question d'avoir le nom de son télescope nommé à une compagnie américaine. Et donc, il sera nommé en l'honneur de James Webb, qui est le deuxième administrateur de la NASA, lui qui est parti des programmes Apollo qu'on connaît tous. OK. Alors, arrive maintenant en 2004, il y a une crise, une mass crisis, c'est-à-dire qu'il y a trop de masse à bord du télescope. Et là, les gestionnaires de projet se tournent vers TFI. Les Canadiens disent, ben, désolé, messieurs, il faut enlever votre instrument. Mais là, nous, on résiste. En fait, on travaille à faire un instrument plus simple. Et donc, un an plus tard, on arrive à reconfigurer notre instrument pour en faire un plus simple, moins lourd. Et la NASA a ainsi accepté de garder notre instrument. Sauf que de 2008 à 2010, on a plein de problèmes techniques. Et à un tel point qu'à un moment donné, l'Agence spatiale me dit, René, il faudrait considérer une solution de rechange. Mais là, on est déjà rendu quasiment 8 ans plus tard et la science a évolué. Donc, on commence, mon équipe scientifique, à concevoir un autre instrument. Et on se rend compte que l'instrument qu'on pourrait faire maintenant serait beaucoup plus puissant que le TFR qu'on avait imaginé. Et c'est ce qu'on a fait. Et finalement, donc on développe cet instrument-là. Et le 9 juin 2011, c'est la journée où j'ai décidé, c'est terminé avec TFR, on va faire NIRISS. Sauf que la NASA a dit, parfait, c'est très bien, votre instrument va faire des choses merveilleuses, mais ça le prend le 31 juillet 2012 au dock de la NASA. Et ça a été une année absolument très, très intense, 2012, mais on y est arrivé. On a finalement livré l'instrument canadien à la NASA. OK, alors, 10 ans plus tard, et finalement, à 9h20, le jour de Noël, le lancement. Et c'est ce dont je vais vous parler un peu. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du 19 décembre jusqu'au 27 décembre? C'était une semaine absolument mémorable pour moi, vous allez le voir. Et je voudrais partager ça un peu avec vous. Ensuite, vous parler un peu plus du télescope spatial, du télescope Webb. OK. Alors, 19 décembre. Le plan de match, c'est qu'il y aura une délégation canadienne, bien sûr, qui va aller au lancement. Le président de l'Agence spatiale canadienne est là. L'industrie est représentée. Je suis le seul représentant de l'équipe scientifique qui s'en va là. Et on est supposé d'aller à Washington. La NASA a organisé un vol nolisé pour amener tout le monde là-bas, en Guyane française, pour le lancement. La COVID arrive, on est en plein dedans. Le vol de la NASA est annulé. Les directives gouvernementales font que l'Agence spatiale annule toute sa délégation. Et voilà, mais tout tombe à plat. Et donc, malheureusement, à ce moment-là, j'informe mon équipe scientifique pour leur dire, ben, désolé, je ne pourrais pas aller à Kourou. Mais ceci dit, moi, je ne suis pas un employé de l'Agence spatiale canadienne. Je suis dans une université et je pouvais encore le faire. Et pendant toute une après-midi, j'avais mon vol. Pour le faire, je ne pouvais plus passer par Washington, il fallait que je passe par Paris, ensuite Cayenne. Et pendant toute l'après-midi, j'avais mon écran devant moi avec ma réservation, j'étais prêt à faire clic. Et finalement, à 5 heures du soir, non, je ne peux pas faire ça. Moralement, à cause de la COVID, je vais rester à la maison. J'informe l'équipe scientifique, malheureusement, je ne peux pas y aller.
sauf que le lendemain matin, j'avais changé d'idée. Et donc, voici ma valise avec les bas de circonstance, n'est-ce pas? Mon T-shirt web. Et j'informe mon équipe scientifique, slight change of plan. Je suis à Dorval avec un test PCR négatif. Je m'envole pour Paris ce soir. On est le 21 décembre à Montréal. Alors voilà, et en même temps, un de mes collègues de Honeywell, la compagnie qui a construit l'instrument, lui aussi a fait le même cheminement et finalement il décide d'aller là-bas. Donc finalement, il y aura 2 Canadiens sur place à Kourou pour le lancement, moi et mon collègue ingénieur mécanique de Honeywell, Dave Aldridge, que vous allez voir tout à l'heure. Alors voilà, 21 décembre, après un long vol, donc Paris, Cayenne, j'arrive à l'aéroport de Cayenne, donc on voit ici là, la fusée Ariane, c'est pas le bon payload ici, là, mais c'était vraiment bien de voir ça. Alors voici où est-ce qu'on est, l'aéroport de Cayenne, on est en Guyane française ici, tout près de l'équateur, et on doit aller à Kourou, à peu près 1 heure, c'est là qu'on s'en va. Ça c'est mon hôtel, avec une belle truc de Ariane 5. Et donc, le 23 décembre, il y avait une visite organisée. Tout ça est organisé par Ariane Space, ceux qui lançaient le télescope. Et pour voir le roll-out. Le roll-out, c'est quoi? Alors, je vous donne un plan de l'endroit. Donc, vous voyez, le lancement, il est là. Donc, on s'en va ici. En fait, c'est que le télescope, pour l'instant, est parqué dans ce hangar-là. Et on doit le sortir. On va faire le roll, faire un roll. C'est à peu près 3,5 km là, qui s'en va très, très, très lentement là, pour l'amener au pad de lancement. Et nous, on s'en va dans ce coin-là pour voir ça. Donc, voilà, en chemin, on arrête. Donc, un chercheur principal très, très content. Donc, on voit la fusée Ariane dans son hangar ici. On s'en va de l'autre côté pour le voir. On y va en autobus. Et là, c'est un peu spécial. À cause de la COVID, là, tout est annulé. Il aurait dû y avoir des centaines de personnes qui auraient été là. Et donc, on est maintenant sur le toit. Et donc, vous allez le voir, c'est une petite animation pour voir comment ça se passe, là. Donc, on s'en va là-bas, ici, à peu près, là. Et le télescope est parqué ici. Donc, on est sur un toit. On est après tout seul. Et là, va arriver des gens. Donc, je vais vous montrer un peu là, comment ça s'est passé. Donc, ça, c'est mon collègue, Dave Aldridge. Vous voyez, la météo n'était pas très, très bonne. Il a fait gris toute la semaine. Il a plu. C'était pas très, très beau comme température, mais quand même. Alors, voilà. Vous voyez des gens très, très célèbres ici, les administrateurs de la NASA, la personne à chemise carrée, c'est le Bill Hawkes, le project manager du télescope. On est à peu près une dizaine sur ce petit hangar-là. Normalement, il aurait dû y avoir plusieurs groupes qui feraient la file pour aller là. Mais donc, on va regarder comment le télescope. Donc, on le voit là, il y a déjà un bout de chemin, c'est très, très loin. Et il s'en va vers son pad de lancement final. OK. Alors, il y avait une troisième Canadienne, en fait, sur place, Begonia Villa, qui a travaillé sur la caméra de guidage pendant de nombreuses années à Honeywell. Et après la livraison de l'instrument, elle est engagée par la NASA. Et c'est elle, en fait, qui est en charge de la caméra de guidage canadienne. Donc, voilà. Et on est très bien reçus, en fait, Ariane Espace. Donc, ça, c'était le menu. C'est un peu bizarre parce qu'on est en Guyane française, dans la jungle, et on paye en euros. Les gens parlent avec un accent français. C'est un peu étrange. Voilà. 24 décembre. Alors, on va visiter les lieux. On va visiter le centre de contrôle. Je vous remonte la carte. Donc, on était ici tout à l'heure. Là, maintenant, on va aller voir le centre de Jupiter. Où est-ce qu'il est déjà, là? Enfin, voilà, il est ici. C'est ici qu'est la principale, la salle de contrôle, dans le fond. Alors, on le voit ici. Vous voyez Ariane à l'échelle. C'est assez impressionnant. Donc, j'ai une petite vidéo qui le montre, là. C'est très, très gros. C'est aussi près que je me suis rapproché d'une fusée. On n'a pas pu aller aussi près que ça de la fusée, n'est-ce pas? Mais voilà. On va dans la salle. C'est une petite vidéo qui montre la salle. Ce qu'on appelait le fishbowl. Donc, c'est là que le lancement va se faire. Je ne serai pas là pour le lancement. Vous allez voir pourquoi. En fait, la raison, c'est que la majorité des gens sont là. Donc, toute l'action, tous les médias sont là, dans cette salle-là, lorsqu'il y a un lancement. Mais le problème, c'est que Jupiter est à 12 km du pad de lancement. Et donc, c'est un peu loin. Alors, ce qui se passe, c'est que 1 minute après le lancement,
les gens sortent sur une terrasse et peuvent voir le lancement. Mais quand on est arrivé sur place, Dave et moi, on a dit ah, c'est un peu moche, il y a moyen d'aller plus proche? Et effectivement, il y a un endroit plus proche, à 5 km, le site de Toucan. Et c'est là que Dave et moi avons choisi d'aller voir le lancement. Alors, c'est là qu'on va aller. Mais avant, on va aller beaucoup plus près. C'est vraiment ce qu'on appelle le bunker. Alors, si ça, c'est la tour de contrôle, l'équivalent d'un aéroport, ici, c'est un peu le cockpit de l'avion. Et donc, c'est là que les premières commandes sont envoyées au télescope. Et c'est littéralement un bunker parce qu'on est quand même assez proche de la fusée. Donc, si jamais quelque chose qui tourne mal, là, si elle explose, le building est protégé pour recevoir des débris. Là. Alors, c'est là qu'on. Alors, voici une image du télescope. C'est aussi près qu'on pourra le voir. Ce n'est pas la mienne, celle-là. Alors, voilà la fusée là, qui est installée et qui est prête à être lancée. Le lancement, au début, était supposé être la veille de Noël. Il y a eu des petits délais à cause de la météo. Et finalement, on a choisi de l'envoyer le jour de Noël. En fait, il y avait beaucoup de débats là-dessus parce que l'Agence spatiale européenne ne voulait pas lancer le jour de Noël. La NASA voulait. Alors, finalement, ils ont convenu qu'on allait faire ça le jour de Noël. Alors, voici une autre vue de la fusée et finalement le lancement. Donc, je dois me lever très, très tôt, après 5 heures du matin. Voici, j'ai mes bottes de circonstances, je suis prêt. J'ai ma passe. Donc, c'est le vol Ariane 256 sur le site de Toucan. Mais là, je dois partir, moi, le 27. Et donc, avant, on doit aller faire un test PCR. Donc, à 6h30, on s'en va ici. Vous voyez, il pleut, là. À 6h30 le matin. Et finalement, on s'en va en direction du site de Toucan. Et dans l'autobus, on nous donne un petit dépliant. On voit où est-ce qu'on est. Là. Donc, vous voyez ici, c'est le centre technique. Là. Jupiter est ici. Toucan est ici à peu près à 5 km. Et en fait, on nous donne un masque au cas où il y aurait un problème avec la fusée et qu'on devrait, en fait, mettre ce masque-là. Un peu comme on est dans un avion. On nous a donné un cours là, pour mettre ce masque-là au cas où il y aurait un pépin qui se passerait. Donc, on arrive aussi de Toucan, et c'est un endroit qui est vraiment bien. Déjà, il y avait, on avait autour de 8 heures le matin, là. Le lancement est prévu pour 9h20. Donc, il y avait l'émission de NASA.tv qui était en ligne, là. On avait à peu près une centaine ici. Donc, je vais vous montrer un peu où est-ce qu'on était pour voir le lancement. Vous allez voir mon body. Bonjour, Dave ici. Alors, c'est là qu'on était pour voir le lancement. C'est quand même loin. Vous voyez, c'est nuageux. Les conditions ne sont pas très bonnes. Mais alors, ce n'était pas juste le visuel qui était important, c'était aussi le son qui était un peu impressionnant. OK. Alors, finalement, c'est peut-être ce que vous avez vu. Donc, on peut mettre un peu de son. Donc, évidemment, ça, c'est une caméra qui est tout près de la fusée. Donc, on remarque l'Agence spatiale canadienne, les logos, l'ESA, la NASA, et les 10 secondes préférées des 20 dernières années. DDO, attention pour les décomptes finales. 10, 9, en 8, français, bien sûr. 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. Il y a 7 secondes qui s'écoulent après. Il faut pas les savoir. Pourquoi pas? And we have engine start. And Allumage liftoff. UAP, décollage. Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. C'est James probablement Webb begins ce que a la voyage majorité d'entre back to vous the birth avez of the vu universe. à la télé. C'est le lancement et c'est la vue Punching a hole la mieux through qu'on the peut pas imaginer. clouds, C'était pas une 20 personne qui était là, seconds c'était une into the caméra flight, fixe good pitch pour une question program de recorded. sécurité. Et maintenant, je vais vous montrer moi ce que j'ai vu. Alors, comme je vous dis, on était là-bas. Et donc, ça, c'était filmé de mon téléphone cellulaire. Et bien sûr, on n'a pas la même vue qu'on avait là-bas, mais ça va vous donner une idée de l'ambiance. Donc, vous imaginez, là, 100 personnes autour de moi, là, toutes collées ensemble, et on attend fébrilement le lancement. Et bien sûr, à cause de l'écran géant, on a le même son que la salle de contrôle. Donc, c'est le meilleur endroit, dans le fond, parce qu'on a tout. On a le visuel, on a le son, et en fait, c'est aussi près qu'on peut être du pad de lancement. À tout de DDO, attention pour les décomptes finales. Oui, c'est Noël. 9, 8, 7, 6, 5, 4, On peut mettre du 3, son, oui. 2, unité, top. Okay!
Le rire nerveux que vous entendiez, c'était moi. En fait, j'ai jamais eu cette sensation-là dans ma vie. On voit maintenant terminé. C'est un peu... bon, moi, je suis un grand amateur de hockey, là. C'est un peu l'équivalent voir le but gagnant en finale de Coupe Stanley au Centre Bell, crier de joie comme ça, en même temps pleurer de joie. Donc, c'était vraiment un moment très, très émotif. Et il y en a eu un autre un peu plus tard. Donc là, ensuite, tout le monde s'est tourné vers l'écran géant pour voir ce que vous avez tous vu peut-être sur vidéo, donc voir la trajectoire. Et arrive un moment critique où est-ce que le télescope doit se détacher de sa fusée pour partir vers sa destination finale, 1,5 million de kilomètres. Et ça, c'est un élément absolument critique, n'est-ce pas? Il faut que ça marche. Et en fait, tout ça a été pris en vidéo. Et je ne vais pas le montrer au complet, mais c'est une vidéo qui a été mise en musique, qui fait une référence à un des plus grands films de science-fiction, 2001, L'Odyssée de l'espace. Et je vais le faire rouler à peu près une minute pour vous donner une idée, parce qu'il se passe quelque chose de très important qui n'était pas prévu. Voilà. Power de l'énergie solaire. OK, j'arrête là. Alors, ça, ce n'était pas prévu, dans le sens que, bon, vous avez vu que sur la fusée Ariane, on avait installé une webcam, une caméra pour voir cet événement-là, mais ce n'était pas planifié de voir ça, et la raison pour laquelle on l'a vu, c'est que le lancement qui a été fait par Ariane était tellement parfait, la trajectoire était tellement parfaite que, en fait, ce déploiement-là est en fait automatique. Donc, le déploiement des panneaux solaires se fait sous certaines conditions. Bien sûr, il faut que le télescope soit détaché de la fusée et il y a toutes sortes de conditions. Mais le fait que la trajectoire était tellement parfaite, on a pu le voir. Et ça a été une surprise, mais c'était, dans le fond, là, le clin d'œil que Webb nous faisait. Et c'est la dernière image qu'on a eue de Webb à sa destination finale. OK. Alors, je vous montre ceci parce que ça, c'est une plaque qui est mise à bord. C'est en l'honneur de Phil Saberhaus, qui était l'un des project managers et qui est décédé, en fait, du cancer vers 2011 à peu près. Et je vous montre ça parce que Phil, en fait, c'était celui qui voulait tuer TFI. Et la décision, en fait, s'est faite dans une seule journée. Durant cette époque-là, où il y avait le problème de masse, et la NASA nous convoque à une réunion avec l'Agence spatiale canadienne, et on nous avait averti d'avance, mais nous, on sentait venir. On sentait venir que la NASA allait nous annoncer que notre instrument était terminé. Évidemment, on ne s'est pas laissé faire. Donc, c'est pour ça que tout de suite, moi, j'ai parlé avec mon équipe, les ingénieurs, j'ai dit, écoutez, il faut réduire la masse. Il veut qu'on réduise la masse, il faut réduire la masse. Donc, notre instrument, le fil ajustable avait 2 modules. Donc, en fait, on a dit, OK, on va en enlever un, puis on va pouvoir combiner les deux ensemble. Et on a réussi à faire ça. Et ça, on a fait ça à l'intérieur d'une semaine. Il a fallu redesigner l'instrument. Et quand on est arrivé à la NASA, à Washington, on s'est assis et on n'a tout de suite pas laissé parler Phil Saberhaus. On a dit, Phil, have good news. We have a new design. Et là, ça l'a vraiment pris par surprise. Et il a vu qu'on avait fait un effort de réduire la masse. Il ne manquait presque plus rien pour être. À la fin, il a dit, OK, guys, you're in. Alors, pardon, c'est trop émotif parce que s'il y a un instrument canadien
à bord de Webb, c'est à cause de cette décision-là. Et c'est Phil Sibras qui, malgré le fait, il ne voulait pas le tuer, mais il n'y avait pas le choix. Il y avait un problème de masse, mais il reconnaissait l'effort que nous avions fait de réduire la masse, et c'est comme ça que notre instrument a survécu. Et il y a une autre plaque juste à côté, et qui, celle-là, ben, elle est en honneur de tout le monde qui a travaillé sur ce projet-là. Ce sont des milliers de personnes. Luc en fait partie. Hein. Il y a tout le travail qu'il y a eu pendant 20 ans pour mener ce projet à bien. Alors, c'est ça. Dans ce Webb Space Telescope is dedicated to the thousands of individuals who have given much of themselves over many years to ensure the successful launch and operation of this magnificent observatory. Alors, voilà. Donc, alors, on retourne finalement à l'hôtel. Je vous fais grâce d'autres détails. Je rencontre des gens avec qui j'ai interagi pendant de nombreuses années sans jamais voir. Laura Betts, ici, qui travaille à Goddard, qui fait de l'outreach. Donc, j'ai pu la rencontrer finalement là. Et finalement, le 27 décembre, je retourne à la maison. Une photo à l'aéroport de Cayenne. OK. Alors, et le 9 janvier 2022, 15 jours plus tard, miracle, donc on passe de ceci, ça c'est la configuration du télescope lorsqu'on l'a lancé. Hein. Il est tellement grand le télescope qu'il a fallu le mettre dans une figure d'origami, déployé, il était comme ça. Et tout s'est passé sans aucun anicroche. Et moi, je décrivais ces 15 jours-là comme les 14 jours, les 14 jours de terreur, en faisant référence à la mission MSL, le robot martien qui atterrit avec un parachute, là, et pendant 7 minutes, il n'y a aucun contact avec la sonde, et la sonde doit faire ça elle-même, et on avait appelé ça les 7 minutes of terror. Ben, moi, j'appelais ça les 14 jours de terreur. Mais honnêtement, ça a été 14 jours de bonheur, parce que tout s'est passé sans aucun anicroche, exactement tel que ça s'est prévu. Et je dois dire qu'on est maintenant rendu à mi-chemin dans la mise en opération du télescope, et tout se passe extrêmement bien. OK, alors, voici les premières images qui sont arrivées du télescope. Donc là, il faut comprendre qu'on a 18 segments, OK? Et ces segments-là ne sont pas alignés ensemble. Les 18 segments doivent faire une parabole, une hyperbole, pour être exact, là, mais parfaite, OK? Mais les miroirs sont individuels. Et en fait, quand ils sont lancés, aussi, ils sont lancés dans une position de lancement. Ils sont butés, en fait. Et une des premières choses qu'il a fallu faire, c'est de les sortir de là. Ça a pris 2 semaines à coup d'une fraction de millimètre. Ça a été très, très, très long. Et finalement, on a pu prendre une première image. Et ce qu'on voit, vous voyez, chaque image, c'est une image, en fait, d'un télescope fait par un segment. Et là, c'est parce que et ce qu'on fait, c'est qu'on en bouge un et on dit, ah, OK, ça, c'est celui-là. Et comme ça, on a pu identifier. Ils sont identifiés par des lettres, A, B et C. Et ceux-là ici, en fait, ce sont les ailes qui sont sur le côté du télescope. Okay. Alors, la prochaine étape, ensuite, on va les combiner ensemble. Et vous voyez qu'on peut, en fait, ajuster non seulement le piston, la hauteur de chaque segment l'un par rapport à l'autre, on peut ajuster leur basculement, leur clocking, la rotation, et aussi, on peut même ajuster le rayon de courbure un peu. Donc, il y a 7 actuateurs, x 18, comme ça, pour qu'on puisse ajuster. Vous voyez comment on peut améliorer la qualité des images pour chacun des 18 segments. Donc, c'était une première étape qui a été faite. Et ensuite, on a mis toutes ces images-là ensemble pour finalement donner cette image-là. Je dois vous dire qu'il y a eu tellement de débats à savoir si on allait montrer cette image-là, parce qu'on craignait que le public serait déçu, parce qu'on montrait seulement une image point, une image d'une étoile. Alors, vous voyez, ça, c'est normal. C'est genre de ce qu'on appelle, ce sont des aigrettes de diffraction. En fait, il y en a 6, et c'est relié, en fait, à la structure hexagonale de chaque segment. Et donc, là, le miroir, il est dans une configuration d'alignement parfaite. Donc, les miroirs sont alignés l'un par rapport à l'autre par quelques dixièmes de nanomètres. Un nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre, infiniment petit. Et on peut voir derrière un paquet de galaxies. Et donc, alors, je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vous n'avez vraiment rien vu encore. Les images des 4 instruments vont arriver vers la mi-juin. Il y aura un communiqué de presse, il y aura un ensemble de données pour les 4 instruments, je vais en parler. Mais c'est une image absolument magnifique. Évidemment, ça a été fêté sur place, là, à coup de cognac. Là. Il faut dire que ce n'est pas un hasard. Hein. Tout ça a été testé depuis de nombreuses années. On avait un télescope à l'échelle pour le faire aussi. Il y a eu plein de campagnes de ce qu'on appelle des pratiques. Et donc, ça a été, tout s'est bien passé.
OK, alors je vous parle maintenant du télescope. Et pour vous parler de Webb, c'est difficile de ne pas vous parler de celui-là, le télescope Hubble spatial qui a littéralement révolutionné notre compréhension de l'univers. Donc voilà de quoi il a l'air. Vous voyez qu'il n'est pas très loin de la Terre. Il est à peu près à 500 km. Et la première comparaison qu'on peut faire, c'est la taille du miroir entre Webb et Hubble. Donc vous voyez Sylvia ici, 1,75 mètres, Hubble, 2,4 mètres, et bam, 6,5 mètres. C'est gigantesque. Ça vous donne un peu une idée là, de l'échelle. Là. Alors ça, c'était replié dans une fusée et il y avait d'autres choses autour. Vous voyez qu'il est doré et c'est parce qu'il est recouvert d'or, une mince couche d'or, à peu près 1000 atomes d'or, très très petit. C'est pas plus gros qu'une boule de golf à peu près. Les gens capotaient, ils disaient « Ah, on met de l'or sur le télescope spatial James Webb. » Il n'y en a pas beaucoup d'or. Mais on prend de l'or parce que l'or a la capacité de réfléchir la lumière infrarouge de manière très efficace. Alors, voilà, Webb est un télescope infrarouge. Hein, notre œil est sensible à la lumière visible, celle de l'arc-en-ciel. Mais bien sûr, au-delà du bleu, il y a l'ultraviolet. Ça, c'est la lumière qui vous fait des coups de soleil. Et au-delà du rouge, il y a ce qu'on appelle l'infrarouge. Et c'est en fait la chaleur. Donc, tout ce qui est chaud émet de la lumière. Donc, si j'avais une caméra infrarouge ici, là, on fermait les lumières, vous brilleriez dans le noir parce que vous émettez la radiation infrarouge présentement. Et la radiation infrarouge, elle est extrêmement importante pour la mission scientifique qu'on veut faire. Et juste pour vous illustrer un peu la puissance de regarder à d'autres longueurs d'onde, d'autres couleurs, je vous montre ici une image d'un plancher avec la lumière visible qui, à prime abord, n'a rien de très particulier, n'est-ce pas? À part le fait qu'il devrait être lavé, hein? Un bon vieux plancher sale. Maintenant, on va regarder ce même plancher-là, mais avec une caméra infrarouge. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il y avait là, d'après vous? Il y avait une personne qui était debout, nu-pied, qui est partie après, et à cause de la chaleur de ses pieds, a donné la chaleur au plancher, et avec la caméra infrarouge, on a pu le mesurer. Non seulement ça, la caméra infrarouge peut mesurer la température du pied qu'elle a. Et comme on connaît la température d'un corps humain, on est capable de dire « Ah ah, la personne était là il y a tant de minutes ». Vous voyez comment, simplement de changer de longueur d'onde, on part d'une perspective qui « il n'y a rien », à justement une autre vision complètement différente. Et vous allez le voir tout à l'heure, ben, c'est exactement ça. L'analogie, c'est ceci, c'est ce que voit Hubble, et ça, c'est ce que va voir James Webb. Et qui fait toute la différence. OK, alors maintenant, parlons de l'orbite. Donc, vous voyez, ça, c'est le télescope Hubble qui est mis en orbite avec la navette spatiale, avec le bras canadien. Donc, on n'est pas loin de la Terre. On est seulement à 500 km de la Terre. Et Webb, lui, a été lancé à 1,5 million de kilomètres, un point qu'on appelle le point de Lagrange numéro 2. Et alors, vous voyez, c'est à peu près 5 fois la distance Terre-Lune. Et donc, en fait, Webb est envoyé dans une orbite, en fait, qui est comme une valse. Hein. Le numéro 2 était tout à fait parfait pour ça. En fait, littéralement, Webb valse au point de Lagrange numéro 2. Et vous voyez que le télescope est toujours protégé de son écran solaire, qui est à peu près la taille d'un terrain de tennis. Donc, d'un côté, il fait très chaud, et de l'autre côté, il fait sombre. En fait, Michel m'a fait un beau un modèle solaire à réduit. Vous voyez ici, ça, c'est le Soleil, OK? Et la Terre est à 150 millions de kilomètres, qui est en fait juste ici. Vous ne voyez pas ici, là, donc il y a un petit tag bleu ici, ça, c'est la Terre. OK? Et 1,5 million de kilomètres plus loin, juste ici, Webb est ici. Ça vous donne une idée d'où est-ce qu'on est. Donc, et la Lune est juste à peu près à 300 000 km de la Terre. Donc, 1,5 million de kilomètres. Et donc, ça, c'est un aller simple. On ne peut pas, contrairement à Hubble, où à tous les 5 ans, on est allé avec la navette spatiale pour changer les instruments, Webb, on ne peut pas faire ça. Il y a 4 instruments et c'est un aller simple. Alors, d'un côté, l'antenne, le panneau solaire qui nous a fait un clin d'œil tout à l'heure, là, donc, il fait à peu près 85 Celsius, c'est très, très chaud du côté ensoleillé. Mais du côté à l'ombre, là, il fait très froid. Si vous êtes à l'ombre dans l'espace, là, amenez-vous une couverte, parce qu'il fait à peu près moins 270 degrés Celsius. Très, très froid. Mais en fait, la température du télescope va être à un équilibre d'à peu près moins 233. Et pourquoi on fait ça? Parce que ben, la radiation infrarouge, tout ce qui est chaud émet de la radiation. Puis là, nous, on cherche à trouver les objets célestes les plus lointains possibles qui émettent de la radiation infrarouge, qui est très, 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 très faible. Et on ne veut pas que le télescope lui-même émette de la radiation infrarouge. Alors, c'est pour ça qu'on le protège du Soleil
Et il va se reproduire une température d'équilibre autour d'à peu près 40 degrés Kelvin. Donc, ça, c'est l'échelle absolue, là, donc moins 233 Celsius. Et en fait, on est presque là. Il y a 4 instruments à bord. Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas encore atteint cette température d'équilibre, mais l'instrument canadien là, est rendu à peu près à 43 degrés Kelvin. Donc, on est très, très proche du 37 qu'on doit atteindre. Donc, on va l'atteindre dans à peu près une semaine. OK, alors je vous parle des 4 instruments. Il y en a 4. Donc, NIRCam, ça, c'est la caméra dans laquelle j'ai commencé au début, qui devait avoir les fameux filtres ajustables qui ont été enlevés. Donc, ça, c'est la caméra qui va prendre des images. Les belles images que vous allez voir seront surtout produites par la caméra NIRCam. Elle est faite par les Américains. En fait, vous avez NIRSPEC. Ça, c'est la machine qui va prendre les spectres. Donc, les spectres, c'est l'équivalent de prendre la lumière et l'envoyer dans un prisme. Puis, vous avez vu l'arc-en-ciel tout à l'heure, là. Donc, les astronomes aiment bien prendre des images, mais aussi disséquer la lumière. Parce qu'il y a beaucoup d'informations dans un spectre en mesurant l'intensité relative des couleurs. Lorsqu'on regarde avec des dispersions élevées, on voit des lignes d'absorption. Et ça nous donne des informations sur la composition chimique, et même la vitesse des objets. Une foule d'informations. En fait, tout ce qu'on sait sur l'univers provient des images, mais aussi de la spectroscopie. Donc ça, c'est très important. Et MIRI, qui lui est un instrument qui fait à la fois de l'imagerie, pardon, alors, MIRI fait à la fois de l'imagerie et de la spectroscopie, mais dans le domaine de longueur d'onde, de couleurs complémentaires à l'instrument NIRCam et NIRSPEC. Donc, les astronomes aiment bien décrire les couleurs en longueur d'onde, là. Donc, les NIRCam va de 0,6 à 5 microns, de même que NIRSPEC, et MIRI va de 5 à 28 microns. Donc, un autre domaine de longueur d'onde complètement différent. On sait que dans le domaine, on appelle proche infrarouge, d'entre 1 et 5 microns, Webb va être à peu près 100 fois plus puissant que Hubble. Mais pour MIRI, dans le domaine, et ça c'est un domaine presque inconnu, là, on parle d'un facteur 1 million. Et là, un facteur 1 million, là, je peux vous dire des choses qu'on va faire, mais réellement, là, je n'ai aucune idée. Ce qu'on va trouver, on ne le sait pas encore, mais ça va être absolument surprenant. Et finalement, non le moindre, la caméra canadienne, le FGS, qui veut dire Fine Guidance Sensor, et NIRIS pour le Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph. Donc, c'est une caméra infrarouge et qui peut faire aussi de la spectroscopie. Un instrument qui est très complémentaire à celui de NIRCam et de NIRSPEC. Et en fait, c'est 2 instruments dans un. Vous voyez un peu, vous voyez des personnes, là, c'est à peu près la taille d'un lave-vaisselle, mais qui coûte un peu cher, là. Et d'un côté, la caméra de guidage. Et là, bon, il y a des astronomes amateurs ici. Vous savez tous c'est quoi le problème de guider un télescope. Hein? Il faut, surtout pour faire de l'astrophotographie, vous voulez que votre télescope pointe votre objet et que les images ne soient pas embrouillées. Bien, on a même le problème dans l'espace. Chaque fois qu'on pointe Webb sur une galaxie, une étoile, le télescope vibre. Et on doit corriger ces vibrations-là. Et la façon qu'on le fait, c'est que FGS, en fait, c'est une caméra qui regarde la scène en parallèle tout le temps dans le ciel. Les 4 instruments peuvent observer un bout de ciel en parallèle tout le temps. Et FGS prend une étoile et mesure la position de l'étoile. Donc, si y a un mouvement du télescope, on voit l'étoile bouger un petit peu. Okay? Et donc, 16 fois par seconde, on mesure la position de l'étoile. Et ensuite, on envoie le signal d'erreur à un petit miroir dans le télescope qu'on ne voit pas, là, qui est à peu près de cette taille-là, pour basculer le miroir, pour corriger, pour avoir des images très, très, très fines. L'image que je vous ai montrée tout à l'heure, là, a été effectivement guidée par la caméra canadienne. Et pour vous donner une idée de la précision de ce système d'équipage-là, qui est probablement le meilleur jamais construit, du moins dans le civil, je ne peux pas parler des militaires, puis même encore, je ne pense pas que les militaires ont besoin d'avoir une précision aussi grande que ça, là. Alors, la caméra canadienne est capable de détecter un mouvement angulaire du télescope équivalent à l'épaisseur d'un cheveu humain vu à 1 km. Et ou si vous voulez, c'est l'équivalent de voir quelqu'un faire un clin d'œil à Toronto vu de Montréal. Et ça, c'est les spécifications qu'on a données à l'instrument. Mais là, maintenant que c'est mesuré, c'est plutôt entre Washington et Montréal. Donc, la caméra guide extrêmement bien. Et ça, c'est un grand soulagement parce que chaque observation, retenez ça là, chaque observation, chaque image qui va sortir de Webb, chaque découverte aura été guidée par la caméra canadienne. Donc, vous connaissez tous le Canadarm, on devrait maintenant parler du Canadize. Les yeux du télescope sont canadiens et ils sont perçants. Ils marchent très, très bien. Et de l'autre côté, c'est une caméra à vocation davantage scientifique, et je vais vous en parler un petit peu de ce qu'on va faire avec cette caméra-là.
OK, alors je vous parle brièvement de la mission scientifique de Webb. Il y a quatre grands termes. Donc, on s'intéresse aux premières lumières. On veut voir les toutes premières galaxies qui se sont allumées au début du Big Bang. Le Big Bang, c'est la création de l'univers il y a 13,8 milliards d'années. Et on sait qu'il y a une période à peu près quelques centaines de millions d'années où il n'y avait rien dans l'univers, juste du gaz et plus dense ici et là. Avec le temps, le gaz s'est contracté jusqu'à un point où, oups, les premières étoiles, les premières galaxies se sont allumées. Et ça, on n'a pas encore vu ça. Et c'est une des principales missions de Webb. L'autre, c'est d'étudier en fait l'évolution des galaxies. Hein. On sait que les galaxies ont changé dans le temps. Ils interagissent ensemble, il y a des collisions, elles changent dans le temps. Donc, on veut comprendre comment les galaxies ont changé depuis leur formation au début de l'univers. On veut étudier les systèmes planétaires, comment les étoiles se forment, comment les planètes se forment autour, et avoir des indices de comment la vie, en fait, est apparue. En fait, on espère que Webb va nous donner des indices, là, au moins nous pointer des endroits là, où on pense qu'il y a peut-être de la vie qui est en train de s'y développer. OK, alors, pour les premières galaxies, c'est un peu une image là, de l'histoire de l'univers. Donc, on est ici, là, on voit des galaxies proches de nous, et lorsqu'on monte dans le temps, en fait, on regarde plus loin. La lumière voyage à une vitesse finie, à 300 000 km à la seconde. Donc, c'est l'équivalent de 300 000 km, c'est la distance Terre-Lune. Donc, ça veut dire que quand vous regardez la Lune, vous voyez la Lune telle qu'elle était il y a une seconde, parce que la lumière a pris une seconde pour arriver vers vous. Bien là, ici, on regarde des galaxies qui sont à 13,7, 13,5, 13,4 milliards d'années. Donc, Hubble a vu jusqu'à peu près 13 milliards d'années. Et on espère que Webb va nous amener vraiment dans le régime où est-ce que autour de 13,5 milliards d'années, là, où est-ce que les premières galaxies se sont allumées. Donc, c'est ce qu'on veut voir. Et de quoi ça va avoir l'air? Alors, je vous montre en fait une image ici qui est l'image la plus profonde jamais obtenue par un télescope, et c'est celle du télescope Hubble. Et alors, c'est ce qu'on appelle le Hubble Deep Field. C'est une région qui est en fait pas plus grosse que votre pouce. Quand vous le projetez sur le ciel, c'est dans la région de la Grande Ourse, et qui a été bien choisie pour pas qu'il y ait d'étoiles brillantes qui massent. L'image que vous avez vue tout à l'heure, c'était une image de test pour tester l'alignement du miroir, là, mais pour rechercher des galaxies, on n'ira pas proche d'une étoile comme ça. On ne veut pas les grosses anneaux de diffraction. Là. Alors, je vous montre une image en zoom. Donc, on va regarder celle-là de près. Alors, ça, c'est une image visible obtenue avec Hubble. Et là, je vais vous montrer une image simulée de James Webb. OK? Et alors, ça ressemble à peu près à ceci. Alors, vous voyez deux choses. Vous voyez qu'il y a déjà beaucoup plus de structure dans l'image, n'est-ce pas? Vous voyez comment on voit plus de détails. Mais ne regardez plus là maintenant. Regardez ailleurs. Regardez les petits points qui apparaissent un peu partout. Vous voyez les petits points rouges comme ça? Vous voyez? Bien, ça, c'est la trace de pas qu'il y avait tantôt, là. Donc, vous voyez que Hubble ne voit rien ici, tandis que Webb voit tout à coup une galaxie potentielle qui est l'une des premières. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des images de ça, et ensuite, on va aller, avec la caméra, avec le NIRSPEC, le spectrographe, on va en fait mesurer la distance de cet objet-là. Donc, vous voyez la complémentarité des images et de la spectroscopie. Alors, je vous parle maintenant de ce qu'on va faire. Les programmes canadiens, très brièvement, ce qu'on veut faire. Donc, on va étudier l'évolution des galaxies. Et nous, on va le faire à travers un type de galaxie très, très spécial, en fait plutôt des amas de galaxies. On va observer des amas de galaxies qui ressemblent à ceci. Et là, si vous regardez de près, vous allez voir quelque chose d'assez particulier. C'est que les amas de galaxies, donc il y en a dans des milliers, là. Et ce qu'on sait, c'est que dans les amas de galaxies, on ne voit pas juste la matière visible, il y a une matière sombre qu'on ne voit pas, mais qu'on sait qu'elle est là, par l'effet gravitationnel des galaxies. Et Albert Einstein nous a appris que que la masse défléchit la lumière, ce qui fait que s'il y a une source en arrière-plan de l'amas de galaxies, cette source-là va nous apparaître amplifiée, ou en fait même avec beaucoup de distorsion. Il y en a une ici. Vous voyez cette galaxie-là ici, là? En fait, il y a trois images de cette galaxie-là. Il y en a une ici, une là et une autre ici. Et ça, c'est... Donc là, on est malin parce qu'on veut le télescope le plus puissant au monde, Webb, mais on va prendre aussi un télescope cosmique, un amas de galaxies, pour essayer de trouver une galaxie qui soit très, très loin derrière, qui serait amplifiée de manière naturelle par un amas de galaxies. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'elles sont. Et donc, l'instrument canadien
lui, il va être capable de pouvoir prendre des spectres partout. Donc, ça, c'est une image simulée, en fait, de l'instrument NIRIS. Et ce que vous voyez ici, c'est une image. Et là, on va à l'intérieur de l'instrument NIRIS, il y a une petite roue qui permet d'insérer un élément dispersif pour faire un spectre, l'équivalent d'un prisme. Et là, chaque image va être convertie en fait une petite ligne. Et donc, il y a à peu près 3000 ici. Donc, pour les 3000 galaxies, on va avoir une mesure du spectre, comme ça on va pouvoir étudier les galaxies. Et si par hasard il apparaît une galaxie très très lointaine, on va l'attraper. Ensuite, on pourra l'étudier plus en détail avec les autres instruments. Alors, voici les gens qui vont travailler là-dessus. Un autre, là, on s'en va beaucoup plus près de nous. Là, on est à des milliards d'années-lumière. Là, on s'en va à quelques dizaines d'années-lumière de la Terre. On va étudier une classe d'exoplanètes très, très particulière, des planètes qui transitent. C'est quoi une planète qui transite? C'est une planète qui, de notre perspective, passe devant son étoile. Donc, quand vous regardez une étoile dans un télescope, vous ne voyez pas ça. Vous voyez le petit point lumineux que vous avez vu tout à l'heure, là? OK? Mais on est capable de mesurer la brillance très, très précisément de l'étoile. Et si par hasard une planète passe devant, ben, l'étoile va nous faire un clin d'œil. Okay? Et plus la planète est grande, vous comprenez que la profondeur, plus le clin d'œil va être intense, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, ça, c'est une grosse planète ici, et ici, c'est une petite planète. Et ça, c'est extrêmement puissant comme technique. Ça a été développé. La première découverte qui a été faite, c'est par David Charbonneau, un Canadien d'origine qui est maintenant à Harvard. Ça s'est fait en 2001. Et je retourne en fait au tout début, là, en 2001, lorsqu'on a conçu le télescope, on ne savait pas que ces planètes-là existaient. Là. Mais en 2008, il y en avait une bonne centaine. Et c'est là qu'on s'est dit, on pourrait peut-être designer NIRIS pour étudier non seulement les planètes qui en transit, mais pour étudier leur atmosphère. Et je vais vous montrer comment on va faire ça. Alors, on imagine maintenant une planète qui passe devant son étoile. Et là, imaginez qu'on est capable de mesurer la couleur de l'étoile. Okay? Et si la planète a une atmosphère, à certaines couleurs, l'atmosphère va absorber plus. Par exemple, s'il y a de l'eau, mais la planète va nous apparaître plus grande. Ce qui fait que la profondeur du clin d'œil de l'étoile va changer en fonction de la couleur. Donc, ce qu'on appelle la spectroscopie de transit. Et ça, on sait déjà faire ça. On est capable de faire ça avec le télescope Hubble. Et d'ailleurs, un de mes collègues, Bjorn Bennecke, à l'Université de Montréal, qui est un expert mondial dans les planètes qui transitent, mais aussi quelqu'un qui fait des modèles d'atmosphère d'exoplanètes. Et il a fait récemment une découverte de l'eau dans une planète, dans la zone habitable, la zone qui est ni trop proche de l'étoile, ni trop loin, pour pouvoir espérer pouvoir trouver de l'eau liquide à la surface. Ce n'est pas une planète rocheuse, mais quand même, c'est une découverte extrêmement importante. Non seulement il a trouvé de l'eau, il y a de l'évidence aussi qu'il y aurait des nuages, donc de l'eau liquide. Donc, ça montre que déjà, avec un télescope petit comme Hubble, on peut le faire, et Webb sera infiniment plus puissant que Hubble pour faire ça. Alors, voilà de quoi a l'air notre trou à filtre. Là. Donc, ça, c'est à l'intérieur de l'instrument NIRIS. Donc, voilà, imaginez les 6,5 mètres de lumière qui est en fait collecté dans un petit prisme d'à peu près 2 cm. Là, et ça va faire un spectre. Je vous fais grâce de tous les détails associés avec ça, mais c'est extrêmement difficile à faire. Et ça prend un télescope dans l'espace, optimisé pour la chose. Et l'instrument canadien a été particulièrement optimisé pour étudier l'atmosphère des exoplanètes. Alors, à quoi ça va ressembler les données qui vont arriver de NIRIS? Ça ne sera pas des images, c'est des belles images que vous allez voir que NIRCam va vous donner. Ça va plutôt ressembler à ceci. Donc, ce que vous voyez ici, c'est des observations faites avec le télescope Hubble. Et bon, en fait, ce que vous voyez ici, c'est la profondeur du transit. Okay? Donc, plus le chiffre est haut ici, plus le clin d'œil est important. Et à la longueur d'onde, mais c'est seulement la couleur. Et les points rouges, c'est ce qui a été mesuré sur une planète, en fait, la planète que David Charbonneau avait détectée. Et le petit bump ici, là, c'est de l'eau. Ça, c'est la signature spectrale de l'eau. Donc, déjà, on a détecté de l'eau dans l'atmosphère des exoplanètes. Mais ça, c'est ce que peut voir Hubble. Et le trait plus long, ça, c'est ce que va voir NIRIS. Et ça a pris plusieurs observations, plusieurs orbites pour accumuler ce genre d'observations-là. Mais une seule visite, un seul transit avec NIRIS va donner ceci. Donc, vous voyez déjà à l'œil que c'est infiniment mieux. Donc, on va pouvoir détecter non seulement de l'eau, il y a du méthane ici, il y a du CO2. Donc, ce domaine de longueur d'onde-là est extrêmement riche. Donc, concrètement, NIRIS sera capable de détecter de l'eau, du CO2, du CO, du méthane, qui sont les molécules qui permettent de pouvoir créer de la vie.
Alors, voilà un des systèmes qu'on va observer, c'est le fameux système TRAPPIST-1. C'est un système planétaire qui a une étoile à peine plus grosse que Jupiter, autour de laquelle transitent non pas une, 7 petites planètes. On sait qu'ils ont à peu près la taille de la Terre et une masse de la Terre, et 3 de ceux-là sont pile poil dans la zone habitable. Donc, on va observer F en particulier, mais en fait, on va toutes les observer. Et en fait, une d'elles, on suspecte qu'elle est riche en éléments volatiles, comme de la glace. Et c'est pas impossible que ce soit un nouveau type de planète qu'on n'a pas encore découvert, qu'on appelle des planètes océans, c'est-à-dire une planète rocheuse, un corps rocheux, avec un océan gigantesque, là, sans continent. Et si c'est le cas, ben, cette planète-là devrait avoir une atmosphère riche en eau. Et la façon qu'on va le faire, donc, on peut modéliser ça. Donc, mon collègue Björn Bennecke peut modéliser. Donc, ça va ressembler à ça, à peu près des données de NIRIS, là. Alors, en bleu, c'est la prédiction, le signal qu'on devrait s'attendre si la planète a une atmosphère, OK, riche en eau. Et les points noirs, ce sont les mesures qu'on va faire. Et donc, si on obtient ça, là, ça va être le champagne. Ça veut dire que ça montre que TRAPPIST-1F a non seulement une atmosphère, mais a aussi une atmosphère riche en eau. Si la planète n'a pas rien du tout, n'a pas d'atmosphère, ben, ça va être juste une ligne droite. Donc, c'est une technique extrêmement puissante, mais encore une fois, très, très, très délicate. Et dès le mois de juillet, on pourrait avoir des données sur TRAPPIST. Et sinon, plus tard, cet automne. Alors, voici les gens à l'Université de Montréal qui sont impliqués, entre autres mon étudiante au doctorat, Olivia Lim, qui a obtenu le plus grand programme de temps alloué de manière compétitive au Canada, un programme de 53 heures pour étudier les autres planètes du système TRAPPIST-1. OK. Je vous parle finalement, une autre technique. On a une technique très particulière dans l'instrument NIRIS pour faire de l'imagerie. Ça, c'est un de mes domaines d'intérêt. Donc, on a un masque à l'intérieur qui permet de pouvoir détecter des objets très, très faibles, mais très, très proches de leur étoile. Donc, on espère pouvoir trouver comme ça de nouvelles exoplanètes. Et donc, on a du temps garanti pour faire ça. Thomas Vandal, mon étudiant au doctorat, qui va travailler là-dessus. Alors, finalement, d'autres programmes scientifiques qui seront faits au Canada. Donc, on va utiliser des naines brunes, des étoiles, des corps célestes qui sont intermédiaires entre les planètes géantes et les petites étoiles. On va étudier aussi des pouponnières d'étoiles, des régions où il y a des étoiles qui sont en train de se former, qui sont à peine quelques millions d'années vieilles, et bien sûr, les trous noirs, les gens qui vont travailler là-dessus. Et tout près de nous, bien sûr, on va étudier les objets du système solaire, mais pas tellement avec la caméra canadienne. Mais je vous montre un exemple ici. Ça, c'est la Lune Encelade autour de Saturne, que la sonde Cassini a montré qu'il y avait des geysers, littéralement. C'était une découverte absolument incroyable. Non seulement on a découvert ça, mais on a programmé la sonde pour aller passer dans les geysers, pour respirer tout ça, pour confirmer que non seulement c'est de l'eau, il y a des minéraux là-dedans. Et en fait, on pense qu'il y a un cœur rocheux et à cause des effets de marée dus à la planète Saturne, il y aurait beaucoup d'eau liquide sous la surface et comme ça, il y a des geysers. Qui sait, peut-être qu'il y a de l'activité biologique qui se développe là. Alors, à distance, qu'est-ce qu'on pourra faire? En fait, il y a une autre lune autour de Jupiter, Europe, qui ressemble à ça. Et l'instrument NIRSPEC a un mode qui permet de pouvoir prendre des spectres, pas juste de tout l'objet, mais de le disséquer, de prendre chaque petit carré, puis de faire un spectre. Et voici des simulations où est-ce que des molécules comme l'éthane, l'eau, il y a toutes sortes de molécules qu'on sera capable de pouvoir détecter. Et ça sera fait par l'instrument NIRSPEC. Et bien sûr, tout ça sera guidé par la caméra canadienne. Et ça, c'est d'autant plus compliqué parce que les objets du système solaire bougent. Et donc, il a fallu programmer la caméra de guidage pour suivre ces objets-là. Et ça, c'est assez compliqué à faire. Alors voilà, donc seulement pour vous dire qu'on vit à des moments très difficiles au sein de l'humanité avec la guerre en Ukraine, mais je veux seulement souligner comment ce projet-là, c'est l'antithèse de ça. C'est comment le monde peut se mettre ensemble pour répondre à des grandes questions, travailler ensemble. Et bien sûr, ça a été au Canada le résultat de l'Agence spatiale canadienne avec la NASA, l'Agence spatiale européenne, l'industrie de haute technologie, Honeywell à Ottawa, qui ont été les maîtres d'œuvre pour la construction de l'instrument avec tous leurs sous-contracteurs. Il y en a beaucoup au Québec, ABB par exemple, l'INO, et finalement, bien sûr, le Conseil national de recherche, les universités, c'était l'Université de Montréal qui était la locomotive de ce projet-là, avec plein d'autres, et bien sûr aussi même le grand public.
la Fondation Trottier qui finance, grâce à des dons très, très généreux, et vous aussi, plusieurs d'entre vous, financent l'Institut de recherche sur les exoplanètes, qui est un institut qui est pour finalement exploiter cette manne, ce tsunami de données qui s'apprête à nous arriver. Alors, je vous laisse là-dessus. Simplement pour vous dire que, voilà, une faible fraction des gens qui ont travaillé sur ce projet-là, c'est un modèle à l'échelle du télescope. Ça vous donne une idée de l'échelle du télescope. Et alors, tout se passe à merveille. On est à mi-chemin dans la mise en opération du télescope. Comme je vous ai dit, les premières images, les données vont arriver autour de la mi-juin, fin juin. Il y aura un communiqué de presse en juillet. Et je peux tout vous dire que nos images seront absolument étonnante et fantastique. Alors oui, je pense que c'est le début d'une magnifique odyssée scientifique et là-dessus, je vous remercie. Merci. Bien sûr.